Le point Génius, toujours au top de l'actu, on part sur un génie incompris alors que les restes sont encore fumants en salle. 2-3, en banlieue, de Vierzon. Blanche-Neige, une histoire qui redéfinit le conte pour les petites filles, et ça tombe très bien puisque nous avons une petite fille sous la main. C'est moi la petite fille? Bah oui, c'est pas moi. Et pourquoi t'as une pomme? Ah, c'est pour toi, parce que les vitamines, tout ça, c'est... Oh, cool. La chaîne est désormais mienne. Au fait, t'as écrit la vidéo? Bien entendu que non. Ah, la boulette. Bon, bah, sponsor. Miroir magique au mur, dis-moi qui a beauté parfaite et pure. Ah, voilà enfin le roi de la classe. Je te demande pardon? Eh ouais, faut te rendre à l'évidence, tu peux pas lutter contre My Variation. De quoi? C'est quoi ça? My Variations, la brosse à dents à technologie sonique pour un sourire éclatant qui te donne sourire parfait et pur, ça fait 2 fois sourire. Et ça? Ça suffit pas, tu peux pas te brosser les dents avec le premier truc qui vient. Demande pas, on a les images. Mais... My Variation, c'est une gamme de brosses à dents électriques, simple, élégante. Oui, enfin, ça, élégante, bon... Quoi? Bah, y a que toi qui le vois, c'est pas le truc qui compte le plus. Mais c'est important aussi. Sinon, My Variation est bien entendu recommandé par l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Les brosses à dents sont dotées d'un système qui reproduit le mouvement naturel du brossage, mais en beaucoup plus efficace. 5 modes de brossage, et il y a un système de minuteur intégré de 2 minutes pour être sûr de toujours avoir le bon timing. C'est vrai que je vais toujours trop vite. Il y a même des brosses à dents pour les enfants de 3 à 12 ans. Différentes couleurs, tout le monde est content. Les têtes sont changeables très facilement. La batterie dure plus d'1 mois. C'est vraiment dément. Facile, oui. Idéal si vous partez en vacances cet été, par exemple. Avec son étui de transport, vous êtes tranquille. Et comme ça, tu peux bouffer tes pommes sans avoir à les éplucher. C'est ton truc ça, les pommes. Quel rapport? Et c'est chiant, les pommes. Tu fous toujours plein de petites peaux entre les ratiches, là. Donc on est d'accord que si je me brosse les dents comme lui, je serai la plus belle. Oui, bien sûr, Marelle, bien sûr, tout à fait, oui. Est-il possible d'acquérir ce pouvoir? Bien entendu, j'ai réussi à vous avoir cette sublime réduction. Bénéficiez de moins 15% pendant 5 jours, en plus des frais de port offerts à partir de 45 € d'achat, avec le code LPG15. Merci My Variation. Et merci Miroir. Blanche-Neige compte parmi les contes aussi célèbres pour les livres que bien entendu le grand classique de Disney, le premier long métrage de la Société à la souris qui avait à l'époque déchaîné les passions. Né en 1812 de l'imagination des frères Grimm, Blanche-Neige est, comme toujours, un mélange de plusieurs contes antérieurs. Et le conte lui-même a été maintes et maintes fois remanié et a donc connu plusieurs versions. Un coup, la méchante reine était la vraie mère de Blanche-Neige, un coup, sa belle-mère, mais l'histoire qui a traversé les âges raconte l'histoire du roi et de la reine qui se morfondent de ne pas pouvoir avoir d'enfants. La reine se pique à une aiguille. Non, c'est pas la Belle au bois dormant. Globalement, il y avait quand même une énorme psychose autour des aiguilles à tricoter à l'époque. Son doigt se met à pisser le sang, et regardant la goutte d'hémoglobine vitale, la reine souhaite avoir une fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, et aux cheveux noirs comme le bois d'ébène. Voilà, je comprends pas bien pourquoi spécifiquement ça. Ça ressemble en plus quand même vachement à de l'eugénisme, et en même temps, on est en Allemagne. Bref, son souhait est exaucé, mais elle meurt en couche. Le roi se remarie, et la méchante belle-mère est aussi belle que méchante. Le genre de bonne femme détestable à placarder des pastèques partout où elle passe. Jalousie, tout ça, on retrouve le coup du chasseur qui doit la buter, mais qui prend en pitié cette pauvre gamine qui n'a rien demandé, et qui tue, alors non pas une biche comme dans le dessin animé, mais un marcassin, et ramène à la reine belle-mère son cœur et son foie. Et là où ça diffère légèrement par rapport au dessin animé, c'est qu'elle les cuisine et qu'elle les bouffe. Et bon appétit, bien sûr. Le but des contes étant justement de faire peur aux enfants pour les préparer aux horreurs de la vie et aux vidéos de 12 par sec, il est quand même souhaitable de ne pas dépasser une certaine limite que Disney a très intelligemment caressée dans son chef-d'œuvre de 1937. En 1923, Walter et son frère Roy Disney fondent Disney Brothers Studios à Hollywood. Au départ, ce sont essentiellement des courts-métrages, notamment avec Oswald le lapin chanceux, mais les droits n'appartiennent pas au Disney. C'est alors qu'il crée la souris. Mais très rapidement, Walt Disney a de bien plus grandes ambitions. Il repousse les techniques d'animation
d'animation, mélange les prises de vue réelles et dessins comme dans Roger Rabbit plus tard, et il rêve surtout d'un long métrage d'animation en couleur et sonore. Et tout le monde le prend pour un fou, hein. C'est normal, c'est la marque des très grands. Une fois qu'ils ont réussi, tout le monde vient leur lécher le bout, mais pendant tout le chemin, tout le monde les prend pour des fadas. Il lui faut donc une histoire à la fois puissante et visuellement exploitable. Il jette alors son dévolu sur le conte des frères Grimm, très connu en Occident, et mélangeant tous les éléments d'un bon récit. La méchante charismatique, l'innocente jeune femme, des nains sympathiques, des décors riches, une romance, et c'est parti pour la folie Disney, comme le titrera la presse de l'époque. Blanche-Neige et les 7 nains sort donc en 1937. Et c'est un carton absolu, récompensé par un Oscar et 7 petites statuettes pour les nains. Une récompense historique, lançant ainsi la légende d'un des studios les plus prolifiques de l'histoire du cinéma. L'histoire de Blanche-Neige est intemporelle et inspirera des dizaines de remakes, à la télé avec Christine Kruk, ou au cinéma avec Miroir Miroir avec Julia Roberts et Lily Collins en 2012, ou encore Blanche-Neige et le chasseur avec Kristen Stewart et Charlize Theron en 2012, qui aura également une suite avec Jessica Chastain, mais sans Blanche-Neige, et pour recentrer l'histoire autour du personnage du chasseur, parce que vraiment... Et alors que le cadavre de ce film entré dans la culture mondiale de l'humanité mondiale n'était pas encore froid, la firme aux grandes oreilles se lance dans la production du remake live action de son plus ancien long métrage, comme ils savent si bien le faire désormais depuis quelques années. Tous les films y passent, donc pourquoi pas celui-ci? Mais hors de question de se contenter d'un simple copier-coller. Non, 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 non. Non. On a vu avec les précédents films qu'à chaque fois, un grand soin était apporté à la direction artistique, la réalisation, mais également la modernisation du message. Donc déjà, en premier lieu, le prince, ça dégage. The guy who literally stalks her. We didn't do that this time. Depuis le milieu des années 2000, les personnages masculins chez Disney doivent systématiquement être des teubés pour pouvoir mettre en place des femmes fortes. C'est vrai que jusque-là, les femmes étaient totalement invisibilisées. Blanche-Neige, Cendrillon, Alice, Aurore, Ariel, Belle, Mulan, Tiana, Pocahontas, c'est juste des porte-manteaux, quoi, hein. C'est jamais des femmes fortes au sein de l'histoire qui portent leur nom. Et comme le prince dans le dessin animé d'origine occupait environ 0,21% du temps d'antenne, il faut réduire ça pour ne pas invisibiliser l'héroïne. Ensuite, les nains, bien entendu. Ça aussi, ça dégage. Parce que dans un souci de diversité extrêmement important chez Disney, on n'allait quand même pas mettre en avant de la diversité avec des personnes de petite taille. Ça aurait été stigmatisant, je crois. C'est ça, hein, c'est le mot utilisé globalement. Voilà, Blanche-Neige et les 7 nains, mais sans les nains, parce que sinon, stigmatisant. On se met au boulot, et les premiers visuels incroyables du film, qui s'appelle désormais Blanche-Neige et les créatures magiques, idée absolument géniale, fuite un petit peu partout. Et alors là, plébiscite absolu. Tout le monde adore, salue le génie créatif de remplacer les nains sympathiques par ça. Cependant, malgré l'accueil extrêmement chaleureux et unanime du public, Jean-Michel Disney se dit que c'est peut-être un petit peu trop génial, et qu'il faut pas exposer toutes les idées géniales d'un coup. Ils font donc alors marche arrière et refoutent des nains. Sauf que c'était sans compter sur le plus célèbre de tous. Non, pas Passepartout, l'autre. Peter Dinklage, a.k.a. Tyrion Lannister. Peter Dinklage est un acteur américain qui a toujours mis un point d'honneur à ne pas jouer des personnages de nains. Ok, il mesure 1m32, mais c'est avant tout un acteur, peu importe sa particularité physique. Et ça, c'est vraiment tout à son honneur. Il a pourtant commencé sa carrière comme ça, forcément. C'est aussi ça qu'on charge dans un film, des gueules, des physiques qui renseignent immédiatement sur le personnage en un coup d'œil. Pour rester dans Game of Thrones, par exemple, quand vous castez Charles Dance, c'est pas pour jouer le gentil papy, c'est pour jouer le méchant. Parce qu'il a une gueule de méchant. Typiquement, tu vas pas caster ce genre de personne pour jouer des physiciens nucléaires. Pas crédible. Encore que j'ai jamais trouvé que Denise Richards était moins crédible qu'une autre, mais visiblement, elle n'a pas le droit d'être à la fois jolie et crédible en scientifique. Voilà. Faudrait quand même vous remettre un peu en question si vous trouvez que les deux sont incompatibles, mais bon. Mais rapidement, Peter Dinklage sort de ce genre de rôle pour incarner par exemple l'amant du père décédé dans l'excellent film Joyeuses Funérailles de Frank Oz. Oui, le Frank Oz de Yoda. Vraiment, premier degré, regardez ce film, c'est un petit bijou du humour noir britannique. Et son nanisme n'est jamais évoqué, Balek. Il joue aussi le scientifique Bolivar Trask dans X-Men Days of Future Past, où sa taille n'est jamais un élément du récit. C'est juste un acteur comme un autre qui joue un rôle comme un autre. Et même si c'est bien le rôle cette fois-ci d'un nain qui le fera découvrir au monde entier dans Game of Thrones, il veut vraiment qu'on embauche des acteurs de petite taille pour autre chose que leur petite taille. Et donc il va taper du zizi sur la table pour ne pas que les nains d'Hollywood jouent les 7 nains dans un des films les plus en vue de ces dernières années. Chose que ses collègues accueilleront bien entendu avec beaucoup de joie. Joie à la fois de ne pas travailler et également d'être remplacés par ces
Merveilles d'animation qui font passer Gollum pour un projet de fin d'année de stage de 3e. Et pour incarner Blanche-Neige, l'héroïne devant porter ce projet révolutionnaire de ce premier quart de 21e siècle, il faut une actrice aussi puissante que magnifique, puisque c'est un peu tout le but du film, que sa belle-mère soit jalouse d'elle. Une actrice issue de la diversité, bien entendu, pas blanche. Et alors bon, moi cette polémique autour de ça, je comprends vraiment pas quoi. Et j'ai une pote qui s'appelle Violette, et elle est pas violette. J'ai une pote qui s'appelle Rose, et elle est noire. Et une pote qui s'appelle Veramande A1 DB87, et elle en chie un peu quand même. Le but, c'est avant tout une actrice qui incarne la puissance et la douceur de Blanche-Neige, qu'on connaît tous, qu'on a envie de voir, qui porte ce rôle à bout de bras et qui croit à fond dans le projet. Et cette femme s'appelle Rachel Zegler. Elle va porter le projet à bout de bras, soutenir tous les spectateurs avec bienveillance, tout en laissant les polémiques et la vie personnelle de côté, afin de faire vivre l'œuvre. Et quand les résultats se sont malheureusement montrés un peu en dessous des espérances, elle a encore une fois montré sa bienveillance et sa compréhension. Un peu comme Sabrina Ouazani avec Toute pour une, sortie aussi cette année. Moi, Sabrina Ouazani, je vous emmerde. Et qu'on va traiter très prochainement. Abonnez-vous, ça va disperser façon puzzle. Ouais, on essaye vraiment d'être dans l'actu. Et enfin, pour la méchante belle-mère, qui de mieux que la magnifique et très bankable actrice du moment, la nouvelle Meryl Streep, l'oscarisable Gal Gadot. Elle incarne parfaitement cette beauté froide et implacable qui ferait passer Charlize Theron pour un projet de fin d'année de stage de 3e. Ouais, désolé, j'ai pas d'autre métaphore. C'est comme si dans Cars, on avait pris une Lamborghini Sian qui cherche à tout prix à détruire une Ford Ka façon Jackie de Sedan parce qu'elle était jalouse de sa beauté. Et ça ajoute vraiment une dimension épique, supplémentaire, une nouvelle lecture. Seulement voilà, non seulement le film ne rapporte pas la mise escomptée, mais se paye en plus le luxe de dépasser le mythique score de Dragon Ball Evolution dans le cœur du public. Et ça, c'est beau. Entre les polémiques, les grèves, les polémiques, les reshoots, les polémiques et les polémiques, 300 millions de budget hors promo pour des recettes mondiales de 200 millions. Soit 5 fois de moins que son illustre prédécesseur qui avait rapporté 5 fois la mise de départ lors de sa première exploitation et presque 300 fois au fil des ressorties. Et ça, c'est beau. Le film commence déjà par une magnifique animation. Je sais vraiment pas pourquoi les gens gueulent sur ce film, comme quoi ça serait moche. Mais c'est l'intro de Disney, c'est pas encore le film. Ah, ouais, peut-être. Mais c'est quand même vachement beau. Celui qui a fait ça, c'est pas la moitié d'un trou de balle. Hein. Bon déjà, premier plan, là je viens, c'est le même début que Shrek. Qu'est-ce que tu racontes? On commence par un magnifique plan sur le livre, le grand classique. C'est Shrek qui a copié. Puis je trouve que pour un film d'animation, c'est quand même vachement bien fait. Mais c'est pas un film d'animation. Enfin, bien sûr que si. Regarde, les mecs bouche chelou comme si c'était des PNJ. Son destin l'appellerait araignée. En VO, on l'aurait appelé Spider-Man. C'est plus sympa que de l'appeler araignée. 4682. 2. C'est le nombre de blagues de merde sur ta chaîne depuis 8 ans. Et celle-là, c'est de loin la pire. Et là, déjà, on sent toute la magie de l'inclusivité dans ce marché aux couleurs du monde. Mais par contre, première fausse note. Ça, j'avoue, je vais pas le laisser passer. Elle regarde dans le puits et elle voit une famille avec un père et une mère. Alors, je suis désolé, mais ça peut aussi être deux pères, deux mères ou autre. Là, je trouve ça un peu ségrégationniste. Ça part en resto du cœur, le roi et la reine se font bien voir, ça doit être bientôt le lever de l'impôt. Et enfin, on voit Blanche-Neige arriver. Mais t'es con, Blanche-Neige, c'est la brune. De quoi? Mais pas du tout, c'est la rouquine. Mais Blanche-Neige, elle est brune. Bref, la maman canne, papa passe vite à autre chose, et arrive la plus belle femme du monde. Belle, mais qui est en fait une méchante. Pourquoi vous l'avez choisie, elle? Parce qu'il m'en fallait. La reine prend possession du royaume après que le roi soit mort en bataille, et arrive alors Lord Farquaad. Non, mais c'est Blanche-Neige, ça. Sans déconner, faut vraiment que t'ailles chez l'ophtalmo. Regarde, tu vois bien que c'est Lord Farquaad. À quel moment elle ressemble à Blanche-Neige? À quel moment elle a les joues rouges? Non, mais il faut évoluer un peu. Bref, Lord Farquaad, pardon, Blanche-Neige, puisque madame c'est toujours tout mieux que tout le monde, a désormais grandi et est enfermé dans son propre palais comme domestique. Parce que bien entendu, il n'y a aucun ministre ni personne pour faire régner l'ordre, et Blanche-Neige est la seule loufia à faire le ménage. Gal Gadot apprend à Blanche-Neige où est la place de la femme. Important pour un film moderne avec un message moderne. Kevin Zéro Charisme s'introduit dans les cuisines pour voler des patates, et Blanche-Neige lui dit que c'est pas très gentil quand même, et que peut-être la reine va avoir faim. Mais que quand même, elle se sent très concernée par le sort du peuple. Depuis 15 ans qu'elle balaye le même carrelage, elle a vraiment eu le temps de se soucier du sort des habitants. Le mec vole 4 patates et demie, de quoi faire une bonne demi-plâtrée de frites façon bistrot, et on tombe sur un magnifique écureuil. Mais comment ils ont réussi à dresser des animaux à faire ça? C'est vraiment trop bien fait. Là, Blanche-Neige dit à la reine que quand même c'est pas très gentil de pas être très gentil, et qu'il faut partager. Mais la reine a une autre interprétation de la réalité.
Les roses, c'est cool. Ravissant. Mais les inutile, diamants, fragile. c'est encore plus cool. Même si ça n'a absolument aucun rapport avec la conversation. Il chope alors Kevin zéro charisme, donc normal, hein, comme il a volé 3 patates, elle veut le découper en dés. Mais Blanche-Neige veut plus de justice. Et la reine remet bien à sa place cette petite insolente, et comme elle est pas contente, hop, une chanson. Il suffirait d'un soir, Et alors pardon là, mais je trouve que le message est vraiment extrêmement puissant. il suffit d'un soir. Sa chanson veut littéralement dire « Continue de vivre dans tes rêves en espérant qu'il se passe un truc ». C'est pas comme toutes ces espèces de conneries de développement personnel à la con, genre « Travaille, dépasse-toi, lève-toi un peu plus tôt le matin, suis l'exemple des meilleurs, va au bout de tes rêves ». Non, là c'est vraiment « Continue de rêver, on sait jamais, sur un malentendu, tu vas peut-être finir par trouver les bons numéros du loto ». Et je trouve ça vachement mieux. Sway is the new travail. Et donc là, elle essaye d'aspirer son royaume entier dans sa bouche. Contact non consenti de la part de Kevin zéro charisme en prenant son bout de pain, il a malencontreusement touché sa main, et on sent le malaise. Après 16 heures de chanson, on a bien compris que si jamais vous avez envie de quelque chose, surtout, Il suffit d'un souhait, il suffit d'un souhait. il suffit d'un souhait, Et si jamais vous n'avez pas compris, il suffit d'un souhait. bon, la méchante reine demande au miroir, Miroir magique au mur. Dis-moi qui a beauté parfaite et pure. et le miroir lui révèle son terrible secret. Célèbre est ta beauté, mais aujourd'hui, une charmante jeune fille née en ce monde est encore plus belle que toi. Il lui dit pas qui c'est, mais elle comprend immédiatement que c'est Blanche-Neige. Quoi? Une charmante jeune fille née en ce monde vient d'entrer dans notre ronde. Elle est là depuis sa naissance. Il s'est passé quoi entre-temps? Parce qu'elle a rencontré Kevin zéro charisme, ça lui a fait bouger les hormones, c'est devenu une femme? Bref. Mon rêve me laisse Et non, mais justement, c'est bien ce que je te dis, c'est pas Blanche-Neige. Le miroir lui dit qu'il y a une nana plus jolie, ça peut pas être Blanche-Neige, on dirait Lord Farquaad. Non, je suis sûr que c'est quelqu'un d'autre, il y a erreur sur la personne. L'es-tu? Oui ou non? Moi, j'aime bien les petites pousses de roquette, sinon, mais laitue, ça me va aussi. Hein. Pour bien grandir, Mange-moi un fruit et légumes par jour. Là, du coup, la méchante reine, classique, demande au chasseur, qui est également un garde à l'intérieur du château, de buter Blanche-Neige et de lui ramener son cœur en échange de... Je promets de t'offrir tout ce que ton cœur désire. je voulais vous toucher les cheveux à la base. Ah non, c'était la chatte. Blanche-Neige propose au chasseur une pomme. C'est bon les pommes, ça contient de la pectine. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, faut que je fasse de la compote. Quoi? Pourquoi? Parce que ça contient de la pectine, tu viens de le dire. Là, ça part en concours d'imitation de Schwarzenegger. Ah mais, si, regarde, c'est elle Blanche-Neige, elle est habillée comme dans le dessin animé. Mais oui, triple buse. N'empêche, moi je préfère Blanche-Neige de Rammstein. Elle tombe dans une forêt mi-bayou, mi-forêt et remi-bayou derrière, et tombe sur un loup qui est finalement une biche. Le fameux gag du camion qui te fonce dessus, mais qui en fait sont 2 motos. Et je comprends toujours pas comment ils ont réussi à dresser des biches à faire ça, c'est trop bien fait. Et oui, en plus ils ont trouvé des biches avec des yeux grands comme dans le dessin animé. On est entre une pub pour du Nesquik et un clip de prévention contre les méfaits de la drogue. J'adore. Et elle tombe sur la cabane au fond du jardin. Bon, on dirait chez 12 par sec, il y a 10 cm de merde de poule par terre, des restes de bidoche sur la table, des nuisibles dans les coins, ça sent le gymnase à travers l'image. On sent bien l'ambiance des soirées entre mecs qui se sont tenus là. Et donc naturellement, elle décide d'aller taper un ronc. Une pub pour Coca-Cola de 2008, visiblement, avec les fameux 7 nains qui auraient dû être des créatures magiques, donc, puis des vrais nains, puis donc... ça, qui cultive de la bloumette. Ouais, j'adore les nains aussi, je sais pas pourquoi on les a critiqués. On est entre la cinématique de jeux vidéo et un cauchemar de fièvre. C'est une vraie proposition. Et en plus, ils sont tous parfaitement identifiés, des traits uniques, immédiatement reconnaissables. Là, on raccorde classique, les mauvaises langues diront copier-coller, et il rentre après avoir miné 160 trousiliards de carats de diamants déjà taillés, sans sourciller, et tombe sur la gamine en train de taper sa meilleure sieste de 16 heures après être parti crapahuter un petit peu dans la forêt, et choc des cultures. Les mecs sont donc archi-multimilliardaires, mais ils ont toujours une seule chambre. Bon, après, il est vrai que, vu la hauteur sous plafond, surtout pour des nains, la cabane n'est pas dégueulasse. On sent quand même le côté très bourgeois. Bref, après cette première scène, on voit que c'est vraiment une très très belle réussite de ne pas avoir embauché de véritables nains. Pardon, de personnes verticalement concentrées. Non, je sais plus. Comment on dit déjà politiquement correct ? Qui a beauté parfaite et pure. Et le miroir annonce bien cette fois-ci que c'est Blanche-Neige. Donc c'est pas elle, Blanche-Neige, c'est pas possible. C'est censé être la plus belle. Ah bah oui, à un moment donné, on attaque le physique, mais c'est quand même un peu le cœur du film. Bon, donc là, la meuf a une armée entière à elle, et elle a demandé à un gars, seul, d'aller buter sa belle-fille.
et il ne s'est pas exécuté, et en toute logique, elle va donc mettre au point un plan à base de tarte aux pommes à la con, plutôt que d'envoyer les mercenaires lui passer dessus par grappe de 12. Les nains nous expliquent pourquoi il s'appelle comme ça. Parce que vous êtes trop con. Tout comme tu t'appelles joyeux parce que tu es joyeux. Montrer plutôt que d'expliquer. On balance du poivre à Tchoum, et naturellement, il éternue. Et ça part en galipéjade. Comme Simplet ne sait pas parler, Blanche-Neige lui apprend à siffler. Ah ben on peut pas être doué pour tout non plus. Hein. Ah mais c'est pour ça les nains en CGI, c'est parce que les vrais nains dans la vraie vie, ils peuvent pas siffler. Ils sont trop petits, je crois qu'ils ont la gorge qui est pas assez longue, non? Il y a pas un truc comme ça? Blanche-Neige joue alors les maîtresses méthode Montessori. C'est encore une dispute? Pour rappel, elle a 16 ans et eux 275 chacun. Mais bon. 274. Et là, Blanche-Neige a une idée pas con du tout. Elle se dit que comme ils sont au fond de la forêt, ils doivent pas savoir que la place de la femme est à la cuisine. Et donc, elle leur fait croire que c'est à eux de faire le ménage. Balèze! Et comme visiblement leur apprendre à siffler est plus important que de leur apprendre à faire le ménage efficacement, on préfère étaler la crasse plutôt que de nettoyer. Ça fera 10 fois plus cradingue après, mais au moins ce sera bien marré. Par contre, c'est bien joli, l'appartement est propre, mais ça fait 3 jours qu'elle est partie de chez elle avec une seule robe et à gigoter des miches. Et il serait peut-être de bon ton de commencer à envisager une petite lessive, hein. Mais peut-être, hein. Mais pas le temps, puisqu'elle apprend que des gens connaissent la vérité sur son père et qu'ils sont dans la forêt. Il faut que je le retrouve. Elle se barre donc quand Kevin Zéro Charisme lui retombe dessus. Mais non! Mais hasard de dingue! Le mec a une idée de où peut se trouver le roi dans le royaume du Sud. Mais il sait pas où est le Sud. Mais vous ne savez pas où il se trouve. Bah tu sais où est, la Corse du Sud? À partir de là, toi? Bah oui, dans le Sud. Ah ouais? Et les Alpes du Sud? Bah pareil, dans le Sud. Oh putain! Quoi? Ça fait 2030 qu'il n'y a pas eu de chanson. Pas un geste, milady. Tellement un meilleur ajout que le grand classique de l'époque, là. Et débarquent les zadistes entre deux manifs contre les gigabassines ou la 69. Oui, ceux qui étaient censés jouer les fameuses créatures fantastiques à la base, dans le film censé s'appeler Blanche-Neige et les créatures fantastiques. Ou magiques, je sais plus. Quoi? Oui, les créatures fantastiques chez Disney en 2025. Ça ressemble au gars chelou de la Porte de la Chapelle, et alors? Et donc, après avoir réécrit le film devant le tollé du public, dans un excès de confiance en son produit, on les a recyclés là-dedans. Les mecs ont écouté les spectateurs, tout en restant sur leur idée première. Souplesse et fermeté. Comme pour Star Wars. On écrit les films en regardant les réactions Twitter. Le grand classique David contre Goliath, des grouillots avec des bouts de bois qui attaquent une armée surentraînée, mais ils se font fesser quand même. C'est toujours comme ça. Blanche-Neige ne peut se résoudre à les abandonner à leur sort. Elle se révèle alors au grand jour et décide de continuer l'aventure à poil. Bah oui, parce que c'est un film pour les enfants, mais faut pas oublier tous les papas au bord de la dépression qui accompagnent leurs gosses. Ah non, pardon, non, elle avait trouvé des nippes dans le caddie de Kevin exactement la même couleur. Non, j'ai dû faire une micro-sieste à ce moment-là. Kevin nous fait Nicky Larson, mais dans la forêt, et se prend une flèche pour sauver sa princesse. Oh non, ils ont tué Kevin! Ah non, ça va. Du coup, chanson. Il est l'heure de faire les mêmes chansons qu'à l'Oktoberfest. Il manque plus que les bretzels. Là, Blanche-Neige montre vraiment son côté femme moderne. Elle a un combat, et tous ceux qui n'ont pas exactement le même ne méritent pas sa considération. Jonathan ne se soucie pas des autres. Même après s'être pris une flèche dans l'épaule. Et hop, chanson. Moi qui craignais, j'aimerais bien l'apprendre. A few moments later. Une chose qui ressemble à l'amour. Non, c'est juste les hormones. Vous avez 16 ans, les gars, hein, vous avez juste envie de ken. A few moments later. La galoche qui arrive, mais forcément, avec 14 personnes qui les chauffent, ça leur coupe un peu l'envie de procréer. On utilise un vieux plan avec les créatures fantastiques qu'on n'a pas complètement virées, et on ajoute des nains, histoire de raccorder à la nouvelle proposition artistique. Kevin, qui visiblement n'a pas vu le retour du Jedi, se fait pincer. On le ramène à l'arène, et là, elle prend la décision la plus con de l'histoire du cinéma, pareil que dans le dessin animé d'origine, hein, pas de surprise. Pour être la plus belle, elle prend une potion pour ressembler à Seb de Vous avez le droit. Et qu'est-ce que c'est bien fait! Qu'est-ce que c'est beau, bordel de popotin! Dans le dessin animé, ça faisait pas vraiment peur, voilà, c'était des dessins pour les enfants. Mais là, les effets spéciaux d'une puissance incroyable grâce au CGI 2025 apportent un réalisme et une tension. Quel flip! Kevin a été enfermé juste à côté du chasseur d'avant. Mais hasard de dingue! Ce qui permet d'unir leurs efforts pour pouvoir se libérer. La reine, transformée en Palpatine, prépare la fameuse pomme et part rejoindre Blanche-Neige dans un déroulement des événements tout à fait logique et cohérent. La gamine, sur la base de solides rumeurs, veut partir retrouver son père. Et en bon film des années 2000, toujours pas un début de plan. La sorcière se balade sur le mini-golf de la base de loisirs de Namur, sans bien où sont passés les 300 millions de budget, et tombe pile sur la cabane de la forêt.
parce que probablement qu'elle utilise Trottle pour retrouver tous les lieux de tournage en un clic. Dispo sur iOS et Android. Et elle monte un char à Blanche-Neige à propos de Kevin. Mais Blanche-Neige y croit pas, c'est vrai qu'il est bien trop malin pour s'être fait prendre au piège. Elle lui propose la pomme pour bouffer sur le chemin, et là Blanche-Neige se dit pas « Mais oui tiens, c'est pas con, je vais aller me préparer un petit frichti en allant me servir dans la maison puisque je sais pas où je vais. » Non, elle se dit plutôt « Tiens, si j'écoutais une vieille nana pas du tout chelou qui a récupéré le collier de mon copain on sait pas comment et bouffé sa croustipote. » Les animaux sont bien entendu au courant, et ils se liguent pour aider Blanche-Neige. En courant chercher les nains. Beaucoup plus efficace que s'ils avaient attaqué directement la Vioque en piqué diagonale à coups de boule. Blanche-Neige croque alors la pomme. C'est pour ça les gars, je suis plutôt écolo, mais quand on part en randonnée, un petit pomme-pote reste quand même bien plus sûr. Donc là, la reine, encore sous syndrome post-menstruel, en perte de confiance totale, demande encore à son miroir qui est la plus belle. Et c'est bon, là c'est elle, puisque l'autre est cané. Oh non, ils ont tué Blanche-Neige! C'est tellement triste qu'ils ont réussi à faire pleurer un écureuil. Les nains sont aussi tristes. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus siffler pour faire le ménage. Blanche-Neige est morte, la direction artistique aussi, et fin sur un plan créé par des étudiants en première année de design avec un gros logo Shutterstock encore affiché dans le ciel sur un fond de 3D test de Unreal Engine. On sent bien où sont passés les 300 millions de budget. Et ah non, ça va. Kevin est totalement croque de Blanche-Neige qu'il a rencontré il y a environ 25 minutes. L'embrasse, la viole, 2025, modernité, tout ça. Et il canne à son tour puisque Blanche-Neige a encore probablement du poison plein les lèvres. Mais il était pas enfermé lui? Alors, non. Enfin, si, mais non. Avec l'aide du chasseur et de... Il a pu s'échapper sans trop d'opposition, piquer le cheval de Gandalf, se transformer en prince du goûter, retrouver en plein milieu de la forêt Blanche-Neige qui s'est toujours pas changé depuis 5 jours, et l'embrasser malgré l'odeur difficilement supportable, même pour les animaux, et meurt donc. Ah non, ça va. Bon, le conte moderne qu'on nous avait promis sans prince charmant, en fait, est exactement le même conte à l'ancienne avec le prince charmant qui la viole, puisqu'elle était endormie. Mais Blanche-Neige n'est pas totalement guérie. Sa lèvre inférieure est encore totalement anesthésiée par le poison et pendouille dans le vide. Malgré son handicap, elle mobilise ses troupes pour reconquérir son royaume. Le petit chaperon rouge arrive pour nous vendre le nouveau parfum de Lolita Lempicka dans un plan qui ne peut échouer. Elle dévoile ses cheveux sales qu'elle n'a pas lavés depuis une semaine et tout le monde est choqué. La rouquine du début la reconnaît, et le plus rouquine d'ailleurs. Par contre, elle a toujours la même couronne de fleurs que Blanche-Neige lui a offert il y a 10 ans. Et hop, chanson. Dans une magnifique ode à la diversité pas du tout forcée, tous les grouillots débarquent, et devant une telle puissance lyrique, les gardes se refusent à les abattre. On sent bien où sont passés les 300 millions de budget, et en plein débat de production, on s'entend que le projet prenait l'eau de toutes parts, le studio de la souris aux grandes oreilles nous sort donc une Elsa du chapeau. La confrontation entre la reine et Blanche-Neige, on comprend toute l'implication de l'expression « l'eau a coulé sous les ponts ». On sent bien où sont passés les 300 millions de budget. Et au final, son père qui était enfermé dans le royaume du Sud, on n'en saura pas plus. Bon, a priori, maintenant, il est mort. La reine refait son tour de magie, elle n'en connaît qu'un, puis sort une dague en cristal de son cul, la donne à Blanche-Neige en la poussant à la tuer, mais Blanche-Neige est bien trop faible pour ça. La reine ordonne alors au garde de tuer Blanche-Neige. Mais Blanche-Neige est super physionomiste, et elle reconnaît tous ses sujets, même 10 ans après. Paul, tu avais des cerisiers, je me souviens de vous. J'arrive déjà pas à me souvenir de la gueule de la voisine, de la boulangère ou de ma coiffeuse, mais elle se souvient que lui avait un cerisier il y a 10 ans dans son jardin. Ouais, mais c'est parce qu'il s'est passé des trucs sous ce cerisier, là, c'est pas dans le film, mais Tu te souviens, Ghostbusters? Ah oui, tu te souviens, Moutou? Les créatures fantastiques ont intégré le château et sauvent Blanche-Neige au dernier moment. Chez Blanche-Neige, la beauté intérieure fait toute la différence. Ah mais voilà, putain, c'est la beauté intérieure dont on parle depuis le début. D'accord. C'est pour ça, c'est pas son enveloppe charnelle qui compte. Et donc en fait, ils ont fait exprès d'en prendre une moche, d'accord. Non, parce que bon, je veux bien que chacun ses goûts, mais Donc là, la reine, pas contente du reflet que le miroir lui renvoie, elle le pète, et elle se fait snapper par Thanos. Le miroir magique au mur se reconstitue parce que le trou était plus petit qu'une pièce de 2 €. Pas besoin de le changer avec la résine spéciale. Et n'oubliez pas le point .fr. Kevin Zéro Charisme arrive, ainsi que le chasseur qui a rien foutu, et s'incline devant Blanche-Neige. Et fin. Simplet qui finalement, sait lire, hein, parce que, voilà, modernité, simplet, c'est possible, raconte l'histoire devant une nouvelle magnifique célébration de la diversité, toujours pas du tout artificielle. C'est soirée blanche pour la dernière soirée camping, tout le monde s'aime malgré les différences,
Et vraiment, on a vécu tout le long de ce film des scènes incroyables et une progression d'une intensité rarement vue au cinéma. Chaque scène prend une dimension encore plus épique, impossible à atteindre avec des dessins animés pour les gamins. En 1937, le dessin animé qui avait reçu un Oscar et 7 petites statuettes pour les nains et avait déclenché des standing ovations dans tous les cinémas, méritait vraiment une mise à jour de ce niveau. Beaucoup plus moderne, beaucoup mieux écrite, beaucoup mieux réalisée pour faire revivre la légende. On sent vraiment que toutes les personnes ont été investies dans la production un peu chaotique, mais que tout le monde y est allé avec le cœur pour faire revivre ce conte intemporel, à commencer bien entendu par l'incroyable Rachel Zegler. On espère vraiment qu'elle a récupéré le contrôle de sa lèvre inférieure, parce que vraiment une longue carrière l'attend dans le cinéma, ou au McDo du coin, ou chez n'importe qui voudra bien l'embaucher. Nous sommes donc à 1h39 de film, et on part donc pour 8 minutes de générique. Habituellement, j'en parle pas trop, mais là j'avoue que c'est quand même assez hallucinant le nombre de digital artistes pour un film aussi court, et il faut vraiment leur rendre hommage, tant bien où sont passés les 300 millions de budget, parce qu'il faut dire que les plans sont vraiment magnifiques. Les nains sont d'un réalisme qu'au début j'ai vraiment cru que c'était des vrais nains à s'y méprendre, mais non, ce sont bien des nains en CGI, contrairement aux animaux. Bah, non. Comment ça, non? Les animaux aussi sont en CGI? Et tu vas me faire croire que Gollum et Iron Man aussi, c'est ça? Putain, le génie est parti.